Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la watchlist du mois de mars. J'ai vu énormément de films du coup pendant le mois de mars, beaucoup de séries etc. Donc je vais essayer d'être quand même assez bref pour pas que la vidéo fasse genre 40 minutes. Au cinéma, le seul film que j'ai vu c'était The Boy 2, La Malédiction de Brahms. J'en avais fait une vidéo individuelle. C'était pas terrible du tout et c'est le seul film que j'ai vu au mois de mars. Donc je suis franchement dégoûtée de ne pas avoir vu un autre film que celui-là. Mais bon, on se rattrapera prochainement. À la maison, j'ai vu le film Notre Maison qui est disponible sur Amazon Prime Video. J'ai beaucoup aimé, c'est une histoire de fantôme. On suit un jeune homme qui fait des expériences scientifiques, il a créé une machine qui utilise l'électricité. Et au même moment, ses parents meurent dans un accident de voiture et en fait il se rend compte que sa machine ouvre une sorte de portail par lequel les esprits peuvent passer. Et du coup il a l'impression que ce sont les esprits de ses parents qui viennent le visiter. Sauf que voilà, les apparences sont parfois trompeuses, mais en tout cas c'était vraiment cool. Le casting était franchement sympa, c'est un casting plutôt de jeunes. J'ai complètement oublié le nom de l'acteur principal, c'est celui qui jouait dans Projet X. Voilà, si ça peut vous donner une idée. C'était vraiment sympa, j'aime bien ce genre d'esprit, ce genre d'ambiance en fait. J'ai trouvé que c'était agréable à regarder en tout cas. Ensuite j'ai regardé The Grudge, la version de 2020 que j'avais ratée au cinéma, que j'ai rattrapé à la maison, qui franchement n'est pas terrible du tout, c'était même plutôt catastrophique. J'ai quand même réussi à en tirer un tout petit peu de positif, notamment dans les maquillages et les effets spéciaux qui sont très bien réussis selon moi. Mais pour le reste, c'est très dispensable. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous conseille même pas de le regarder parce que ça vaut même pas le coup. Il y a des jumpscares qui sont très artificiels, les personnages sont pas attachants. Les situations sont pas toujours très cohérentes. Le seul truc qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte que la malédiction se propage comme une sorte de virus et que du coup les gens qui sont rentrés dans la maison au Japon ramènent la malédiction chez eux et donc même s'ils changent de continent, la malédiction les suit. Mis à part ça, c'était vraiment pas folichon. Ensuite j'ai regardé 4 films sur la plateforme Shadows dont je vous ai fait une vidéo assez récemment. Donc j'avais vu Wakewood, The Monster, Prevenge et We Are Still Here, qui étaient 4 très bons films. En tout cas j'ai passé un bon moment devant chaque film. Je vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé du coup dans une vidéo qui leur était dédiée. J'ai encore beaucoup de films à voir sur Shadows, donc ça sera sûrement dans la watchlist d'avril, j'imagine, si je me motive à les regarder en tout cas, parce que j'ai une liste qui est assez longue sur Shadows. Ensuite j'ai regardé le film Retour à Zombieland, donc la suite de Zombieland qui était sortie en 2009. La suite est sortie en 2019, pareil je l'avais raté au ciné parce que ça m'emballait pas plus que ça, je l'ai rattrapé à la maison. Et passer le plaisir de retrouver les personnages, c'est quand même hyper répétitif par rapport au premier film. On a des situations qui sont quand même assez redondantes. Les situations paraissent trop artificielles en fait pour essayer de créer des arcs narratifs aux personnages. Du coup, les situations sont pas forcément très intéressantes. Voilà, on a de chaque côté 2 personnages qui vont se disputer, qui du coup vont se séparer, qui vont leur permettre de rencontrer des nouveaux personnages et d'arriver à un nouvel endroit et d'arriver à une nouvelle situation. C'est pas très créatif, c'est pas hyper drôle. Autant le premier je me marrais vraiment, autant là dans le deuxième, tous les effets d'humour je trouve qu'ils sont mal amenés, ils sont trop artificiels. On réutilise, vous savez, le gimmick des règles que Columbus il a créé. Sauf que là on nous les ressort mais à outrance, c'est assez chiant. Bon, il y a un autre personnage qui a lui aussi des règles, qui du coup ils se font une bataille de commandement. C'est sympa mais en fait les gags sont trop longs, ils sont pas hyper drôles et du coup c'est... je sais pas, moi je n'ai pas vu grand intérêt, voilà, mis à part retrouver les personnages 10 ans après. Et encore à la limite je préfère revoir le premier Zombieland que de revoir celui-là. Je pense pas que je le reverrai de toute façon. Ensuite j'ai vu le film The Hunt dont je vous ai fait une vidéo aussi ce mois-ci, que j'ai beaucoup aimé, qui est une production Blumhouse qui devait sortir le 22 avril en France mais qui du coup est reportée à une date ultérieure. Moi j'ai passé un très bon moment en le regardant. C'est une chasse à l'homme entre démocrates et républicains aux États-Unis. C'est très satirique, c'est très drôle, c'est assez violent, c'est assez gore. J'ai passé un super bon moment en le regardant et du coup ça m'emmène au film suivant qui est le film Compliance, qui est réalisé par le même réalisateur, donc Craig Zobel. Compliance c'était son film précédent et c'est un film complètement fou. Alors c'est pas un film d'horreur à proprement parler, mais c'est tellement horrible que pour moi ça en devient un film d'horreur. J'ai passé le film avec la boule au ventre tellement j'étais
mal à l'aise tellement j'étais vraiment pas bien. Compliance, c'est basé sur une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis. Un soir, dans un fast-food, la responsable en chef reçoit un appel d'un soi-disant policier qui lui annonce qu'une cliente porte plainte contre une de ses caissières qui lui aurait soi-disant volé de l'argent. Il demande à la gérante, toujours par téléphone, d'isoler la caissière, de la mettre dans une arrière-salle du fast-food, de commencer à fouiller ses affaires, de commencer à fouiller ses vêtements, de commencer à la déshabiller pour lui faire une fouille au corps, etc. en attendant que la police arrive. Et en fait, la responsable du fast-food va se plier à la volonté du policier sans chercher à savoir si c'est vrai ou pas, et sans problème de moralité en fait, sans se dire non, c'est pas à moi de faire ça, j'ai pas à déshabiller un de mes employés ni quoi que ce soit. Et ce film sert bien à montrer que les gens sont hyper dociles à l'autorité. Voilà, c'est que du moment où elle va recevoir cet appel en disant je suis policier, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous fassiez ça pour moi, la personne va se dire ok, genre j'ai une mission, il faut que je le fasse, on me demande de le faire, j'ai pas le choix, c'est un policier qui me parle. Et c'est fou, c'est complètement malade ce qui se passe après, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Moi j'étais franchement hyper mal tout le long que je regardais le film, j'étais vraiment pas bien. Surtout de savoir que c'est une histoire vraie, c'est hallucinant, le dénouement de l'histoire il est complètement fou aussi. Franchement si vous l'avez pas vu je vous le recommande, c'est un thriller psychologique mais pour moi ça s'apparente à de l'horreur, et si vous voulez chercher un petit peu plus loin, ça s'apparente à l'expérience psychologique qu'on appelle l'expérience de 1000 grammes. Ensuite sur Netflix j'ai regardé le film La Plateforme qui est un film espagnol dont tout le monde parlait sur Twitter. Moi j'ai pas trop apprécié, j'ai trouvé que c'était sympa mais sans plus. On y suit l'histoire d'un personnage qui se retrouve enfermé dans une sorte de prison, sauf qu'il est là tout à fait volontairement. Et la prison en fait se présente de façon verticale, il y a 2 personnes par étage, ils sont enfermés là toute la journée. Le temps d'enfermement diffère d'une personne à l'autre. Le personnage qu'on suit, il me semble qu'il est enfermé 3 mois et son colocataire il est là depuis 12 mois ou quelque chose comme ça. Et en fait tous les jours il y a une plateforme de nourriture qui va descendre entre chaque étage. Ceux qui sont au premier étage, ils ont forcément la plateforme qui est pleine de bouffe, voilà, qui vient juste d'être mise en place, installée, etc. Donc qui est parfaite, géniale à volonté. Et au fur et à mesure que la plateforme descend, les gens se sont servis, donc il y en a de moins en moins. Les gens en plus mangent hyper salement, ils crachent sur les trucs, ils en foutent partout, ils marchent dedans, quoi, c'est dégueulasse. C'est clairement une critique de la société. C'est pas hyper subtil en fait, j'ai l'impression qu'on essaye de théoriser à donf sur ce genre de film alors que c'est pas hyper complexe, en tout cas selon moi au premier abord. C'est une critique de la société de consommation, on nous montre très bien qu'on consomme beaucoup plus que ce qu'on devrait consommer, qu'on consomme de façon égoïste sans penser ni à demain ni aux autres, que voilà, tout ce qui est partage, il faut le faire entre guillemets sous la contrainte. À un moment on le voit très bien. En gros on nous dit que si on partageait équitablement entre toutes les personnes, donc là c'est toutes les personnes qui sont dans l'espèce de prison, mais que si on partageait équitablement entre toutes les personnes du monde, et bien en fait il y aurait suffisamment de ressources pour tout le monde et que ça servirait à rien de se taper sur la gueule pour s'imposer et pour essayer d'en avoir plus que les autres. On avait déjà vu ça dans un film comme par exemple Snowpiercer, mais qui là il était à l'horizontale et là c'est à la verticale. Franchement regardez-le parce que c'est quand même original, mais c'était pas fou. Au niveau de la réalisation c'est pas très inventif en plus. Il y a des scènes un peu violentes, sanglantes qui sont intéressantes, mais à part ça, à voir une fois. Ensuite j'ai vu le film Vivarium dont je vous ai fait aussi une vidéo sur la chaîne. Je vais pas revenir dessus 10 ans. J'ai bien aimé mais sans plus. Le problème majeur selon moi c'est la durée du film qui est beaucoup trop longue, qui fait 1h38 et qui se serait mieux prêté à un épisode de série télé type Black Mirror ou La 4ème dimension. Mais il n'empêche que c'était quand même sympathique. Ensuite j'ai regardé le film The Demon Inside qui était un film prévu au cinéma. Alors je ne comprends pas pourquoi ce film était censé passer au cinéma parce que c'est tellement mauvais. C'est typiquement le genre de film qu'on voit en principe en direct ou vidéo, voilà, qui sortent de façon un petit peu anonyme. Ce film était prévu au ciné alors que franchement c'était mauvais. Et quand je vois des films qui ont l'air bien meilleurs que ça qui ne passeront pas au cinéma en France, ça me fait franchement m'interroger, mais bon. The Demon Inside c'est un film d'exorcisme. On suit un père qui a des tendances schizophréniques.
qui a perdu sa femme, qui vit tout seul avec son fils. En parallèle à ça, on suit un prêtre qui sort de prison suite à un exorcisme qui a mal tourné dans lequel un enfant est mort. Et en gros, quand le prêtre sort de prison, il s'intéresse au cas du père et de son fils parce que le fils semble être possédé, en tout cas c'est ce que son père croit. Et donc le prêtre va venir faire un exorcisme chez lui. Voilà, je sais pas si embaucher un prêtre exorciste qui a tué un enfant précédemment et qui sort de prison, est-ce que c'est une bonne idée pour s'occuper de votre enfant? Je ne sais pas, mais en tout cas c'était très mauvais. Les acteurs ne sont pas convaincants, l'histoire n'est pas convaincante, la réalisation est archi mauvaise, il y a des effets de 3D, des effets Instagram dans le film, mais qui n'ont rien à faire là. C'est le seul truc qui était plutôt plaisant dans le film, et encore c'est vraiment mon avis personnel, c'est les décors. Voilà, moi j'ai adoré les décors de la maison, c'est hyper glauque. Le père est artiste, du coup il fait des tableaux un peu bizarres, des sculptures et tout, donc dans la maison il y a plein d'objets très très bizarres, des crânes d'animaux, des cages d'oiseaux et tout. Moi j'ai trouvé ça beau, mais ça n'a rien changé au film en fait. Et ensuite j'ai regardé Dr. Sleep en version longue, donc je l'avais acheté en Blu-ray quand il est sorti. Je n'avais pas revu le film depuis sa sortie au cinéma qui était en octobre. Entre temps j'ai lu le livre, ce qui fait que dans la version longue j'ai pas réussi à faire la distinction en fait avec les scènes qui avaient été ajoutées. Parce que du coup les scènes qui avaient été ajoutées, je les avais lues dans le livre, donc je les connaissais, j'avais l'impression de les connaître, de les avoir déjà vues. Sauf qu'en fait c'était juste que je les avais lues et que je les avais visualisées, on va dire, en les lisant. La version longue est géniale, j'aurais aimé voir cette version là au cinéma. Elle dure 3 heures au lieu de 2h30 donc pour la version ciné, mais il n'y a pas une minute en trop. C'est hallucinant, j'ai déjà vu des versions longues où il y a des scènes voilà, qui traînent un peu en longueur, qui sont un petit peu inutiles, qui ajoutent rien au récit en fait. Sauf que là dans Dr. Sleep, toutes les scènes ajoutent quelque chose au récit, vont donner de la profondeur aux personnages, vont donner de la profondeur aux relations qu'il y a entre les personnages, vont nous apprendre des choses sur leur passé, sur leurs souvenirs, etc. Donc c'est hyper cohérent, il n'y a pas un seul moment où vous vous dites ça c'est une scène rajoutée. Que là, pas du tout, c'est hyper fluide, franchement il est parfait, j'adore ce film. Je l'ai adoré quand il est sorti au cinéma en octobre, je l'avais mis directement en top 2 de mon top 2019. Et franchement je le laisse en top 2, il est parfait ce film, je l'adore. Et quand je vois qu'il a fait un four au cinéma, je sais pas, je m'interroge. Ensuite en série, alors c'est pas une série d'horreur, mais c'est une série inspirée d'un fait réel de crime, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Si ça vous intéresse, je vous conseille de la regarder, ça s'appelle The Act, c'est disponible sur Starplay, qui est une chaîne que vous pouvez ajouter sur votre abonnement Amazon Prime Video. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait il y a un mois d'essai gratuit il me semble, donc moi je m'en suis servi. The Act, c'est l'histoire vraie de Gypsy Rose Blanchard et de sa mère Didi, qui était atteinte d'un trouble de Munchausen par procuration. C'est quand les parents font semblant que leurs enfants sont malades pour pouvoir les emmener à l'hôpital, les soigner, se faire plaindre, etc. Et qui finissent souvent par tuer leurs enfants parce que quoi de plus dramatique que la mort d'un enfant. Et en fait ici c'était une mère et une fille qui étaient hyper connues aux États-Unis. Elles étaient invitées sur plein de plateaux de télé, on leur offrait plein de choses, elles recevaient tous les jours des dons d'argent, etc. Jusqu'au jour où la gamine s'est rendue compte qu'elle n'était pas du tout malade, que sa mère avait abusé d'elle et profité d'elle toute sa vie. Et elle a fini par la tuer. Donc voilà, c'est hyper intéressant parce que du coup ça permet de voir toute la machination en fait qui se joue entre les deux personnages. On voit un petit peu le passé de la mère, comment elle a pu devenir comme ça, même si ça ne cherche absolument pas à l'excuser. Et ça permet aussi de montrer que la fille aurait pu avoir d'autres solutions que d'en arriver directement au meurtre de sa mère. C'est hyper intéressant, il me semble qu'il y a 8 épisodes. Franchement ça se regarde comme ça à la suite. Ensuite sur OCS j'ai regardé la série The Outsider qui est inspirée d'un roman de Stephen King que je n'ai pas lu. Et la série est franchement génialissime, c'est vraiment... Pour moi c'est vraiment du King dans le sens où on part d'une situation qui est très réelle, dans un monde qui est très réel, avec des personnages très réels, etc. Et petit à petit on va basculer dans une dimension un petit peu plus fantastique, un peu plus paranormale. Et ça permet de bien s'interroger sur est-ce que je croirais à ce genre de choses si jamais ça m'arrivait. Je
trouve ça hyper intéressant, c'est bien amené. C'est l'histoire d'un homme qui se fait arrêter par la police pour le meurtre d'un enfant qu'on a retrouvé massacré dans les bois. Il se fait arrêter, tout converge contre lui parce qu'il y a son ADN qui a été trouvé, des empreintes, etc. Sauf qu'il y a d'autres preuves qui montrent qu'il a été vu à un autre endroit exactement au même moment. Et donc voilà, c'est pas possible d'être à deux endroits au même moment. Et on se rend compte qu'il y a eu d'autres meurtres d'enfants où il s'est passé exactement la même chose à chaque fois pour les accusés qui étaient à deux endroits en même temps. C'est hyper intriguant, moi ça m'a vraiment pris, j'avais vraiment envie de voir la suite, j'avais vraiment envie de voir le dénouement. Les personnages sont intéressants, ils sont hyper attachants, ils sont bien développés, toujours chez King c'est hyper alambiqué, on en apprend beaucoup sur les personnages, sur leur passé, etc. Mais ça permet justement de bien les construire et d'être hyper attaché à eux, de les connaître vraiment. En plus de ça, on a un personnage de détective privé qui semble avoir une forme de Shining parce que voilà, elle a des dons un petit peu particuliers. Moi j'ai adoré et je pense que je lirai le bouquin si j'en ai l'occasion. C'est sur OCS et pareil, vous avez un mois gratuit si vous vous inscrivez. Et ensuite sur Netflix j'ai regardé la série Blood Ride qui est une série norvégienne, c'est une série d'anthologie. Il y a 6 épisodes qui durent environ 15 à 20 minutes chacun, donc vous pouvez regarder tout ça dans une soirée. C'est plutôt sympa, c'est pas hyper créatif. Je pense que c'est aussi dû au fait du tout petit format parce que développer une histoire d'horreur sur 15 à 20 minutes, il faut être hyper rapide dans son récit, donc je trouve qu'on arrive très rapidement à savoir comment ça va se terminer. Mais c'est plutôt sympa, ça se laisse regarder, c'est original, puis voilà, je pense que j'avais jamais vu de série d'horreur norvégienne par exemple. Et le meilleur épisode selon moi, alors je sais plus dans quel ordre il est, mais c'est l'épisode qui s'appelle La vieille école. Et ensuite pour ce qui est des romans, j'ai fini le livre Dernier jour de Adam Neville que j'avais commencé le mois dernier. C'est donc l'histoire d'une secte, je vous en avais un peu parlé, un réalisateur de documentaire qui est embauché par un producteur un petit peu bizarre pour tourner un documentaire sur une secte dont les membres se sont entretués dans les années 70. Il commence à enquêter dessus, à se rendre sur les lieux dans lesquels les membres de la secte ont habité, etc. Et il commence à se passer des événements paranormaux et il se rend compte que voilà, à l'époque, s'ils se sont entretués, c'est peut-être parce qu'ils ont vécu des événements paranormaux eux aussi qui les ont poussés au meurtre. Le début était captivant, c'était vraiment passionnant. Je lisais hyper rapidement, le soir j'avais peur quand j'éteignais les lumières, j'avais hyper peur et tout de me lever. Sauf que la fin du livre, je dirais le dernier tiers, c'est beaucoup trop long. On dirait que l'auteur veut remplir des pages, remplir, et il se met à faire des descriptions qui sont interminables. C'est horrible, c'est indigeste. Moi à la fin je lisais vraiment en diagonale parce que j'avais envie de connaître la fin, j'avais envie de savoir où est-ce que ça allait mener, puis ça n'apportait rien à l'histoire, donc c'est vraiment dommage parce que l'histoire était vraiment bien. Mais la fin était beaucoup trop longue, j'ai mis je sais pas combien de temps à le lire, c'était interminable. Et ensuite j'ai lu le livre Les Illusions de Jane Robbins, alors c'est pas de l'horreur, c'est du thriller. Mais si vous aimez bien les thrillers par exemple écrits par Gillian Flynn qui a écrit Les Apparences, Les Lieux Sombres, Sur ma peau, qui du coup a inspiré les films Gone Girl, Dark Places, la série Sharp Objects, je pense que ça pourrait vous plaire. Et quand j'ai fini le livre je me suis dit j'aimerais bien le voir en film. On suit l'histoire de deux jumelles, il y en a une qui est très extravertie, qui est actrice de cinéma, donc voilà, qui est connue, qui est belle, etc. Et sa sœur jumelle est tout l'inverse, donc elle est hyper introvertie, elle travaille dans une librairie et elle est complètement obsédée par sa sœur, si bien qu'un jour elle a l'impression que sa sœur est une femme battue. Voilà, elle a l'impression que son nouveau mec est violent avec elle, qu'il la bat, qu'il la séquestre. Et elle va se mettre en tête de sauver sa sœur des griffes de cet homme-là, sauf que peut-être que c'est juste elle qui s'imagine des choses, peut-être qu'on veut lui faire croire des choses. C'est hyper complexe, moi j'adore ce genre de thriller. De toute façon tous les thrillers écrits par des femmes en général, j'adore ça, qui mettent en scène des femmes. C'est quelque chose que je trouve passionnant à chaque fois. C'était vraiment bien, si vous aimez, voilà, si vous avez aimé genre Les Apparences de Gillian Flynn, lisez celui-là. Vous m'en direz des nouvelles, moi j'ai beaucoup aimé et je l'ai lu hyper rapidement tellement j'étais captivée par le livre, j'ai dû le lire en même pas une semaine je crois. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai vu, lu et regardé pendant ce mois-ci, ça fait quand même pas mal. Si vous voulez voir les autres films que j'ai regardés hors horreur, vous pouvez me retrouver sur Letterboxd.
Je vous mettrai le lien dans la barre de description, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. J'espère que vous avez eu le temps de regarder plein de films. Vu qu'on est enfermé à la maison, on a le temps de lire, de regarder des films, de jouer à la console, etc. Si vous pouvez, rester chez vous. Et si vous ne pouvez pas rester chez vous, que vous êtes obligé de sortir pour travailler, je vous souhaite bon courage, on pense fort à vous. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Utip et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!